Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui séduit beaucoup de monde, la minarchie, ou l'idée d'un État minimal. C'est souvent présenté comme la solution idéale face à un État jugé trop envahissant. Mais est-ce que cette idée tient vraiment la route? On va voir qu'une analyse plus poussée révèle des failles assez profondes. Et pour bien commencer, voilà une citation qui met directement les pieds dans le plat. L'idée, c'est que le concept même d'État minimal serait instable, qu'il serait incapable de rester minimal. C'est une affirmation plutôt radicale, alors voyons ce qui la soutient. Alors, voilà notre feuille de route pour décortiquer tout ça. On va partir de ce qui rend la minarchie si populaire, puis on va creuser étape par étape pour voir où le bas blesse. Ok, premier point. Il faut comprendre que la minarchie est souvent perçue comme le juste milieu parfait. C'est l'option raisonnable, atteignable pour limiter le gouvernement, sans tomber dans ce que certains considéreraient comme des extrêmes. Sauf que, voilà le premier hic. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas une minarchie, mais des minarchies. Chacun semble avoir sa propre définition. Du coup, le concept est beaucoup plus flou qu'il n'en a l'air. Ce qui nous amène à la question essentielle. Concrètement, ça fait quoi un État minimal? Pour essayer d'y voir plus clair, l'analyse se penche sur une définition précise, proposée par un minarchiste, pour voir si elle, au moins, est solide. On va donc examiner cette tentative de définition. L'idée, c'est de réduire l'État à son essence, en seulement deux grands principes. Voilà donc ces deux fonctions. La première, c'est la protection des personnes, des libertés, de la propriété, le classique. La deuxième, c'est la gestion des biens collectifs, un peu comme un syndic. Sur le papier, ça semble simple et cohérent, en apparence. Mais est-ce que cette définition est vraiment minimale? C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'en y regardant de plus près, plusieurs problèmes apparaissent. D'abord, le choix des mots est important. Pourquoi parler des libertés au pluriel? Ça peut ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Ensuite, il y a des redondances. Si on protège la propriété privée, l'environnement de chacun est de fait protégé, non? Et enfin, on accepte sans broncher cette notion de bien collectif, qui est en soi un concept assez vague. En fait, cette comparaison le montre très bien. On pourrait imaginer un État encore plus minimal, qui aurait une seule et unique fonction, protéger les individus et leurs propriétés. Point. Tout le reste n'est peut-être que du superflu. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on met en place un État minimal dans un pays existant? Et c'est là qu'on se heurte à un véritable mur. Si on prend un État comme l'État français, c'est un véritable millefeuille administratif. Des ministères, des régions, des départements, des communes, des entreprises publiques. C'est une structure incroyablement complexe. On se retrouve face à un dilemme. Si le minarchiste garde les collectivités locales, régions, départements, etc., son État n'est plus du tout minimal. Mais s'il les supprime toutes, il crée un État ultra centralisé, ce qui est l'exact opposé de ce que prône le libéralisme. C'est une impasse. La question est donc posée, comment sortir de ce pétrin? Si on ne peut pas simplement réduire l'État existant, quelle autre solution existe? C'est ce qui nous amène à la suite de la réflexion. L'analyse propose alors de renverser la perspective. Et si, au lieu d'essayer de tailler dans l'État central, on commençait par le supprimer, pour ensuite se poser la question du minimal à l'échelon inférieur, la région par exemple? Mais là, on met le doigt dans un engrenage. Parce que si on applique la logique du minimalisme à la région, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas faire la même chose au niveau du département? Et puis au niveau de la commune? On est sur une pente glissante, sans véritable point d'arrêt logique. Au final, ce chemin ne mène pas à un État minimal bien ordonné. L'analyse conclut que ça mènerait plutôt à un bazar organisationnel, une situation potentiellement chaotique et incohérente. Alors, si la minarchie n'est ni un concept clair, ni un objectif atteignable, qu'est-ce que c'est au juste? Pour conclure, l'analyse propose une métaphore assez révélatrice. L'idée ici, c'est que la minarchie ne serait pas une idéologie en soi, une destination. Ce serait plutôt une étape dans une réflexion. Une sorte de thermomètre qui mesure à quel point on a poussé la logique de la réduction de l'État jusqu'à un certain point de rupture. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait en chemin à l'étape minarchiste? Souvent à cause de blocages mentaux. Par exemple, la difficulté à imaginer que les services comme la justice pourraient être fournis par autre chose que l'État, ou simplement un manque de confiance dans le marché. Et on termine donc avec cette question, qui résume toute l'analyse. La minarchie est-elle un projet politique cohérent et stable? Ou n'est-elle qu'une simple étape, une transition intellectuelle, sur un chemin qui mène peut-être ailleurs? C'est une question qui mérite réflexion.